Salut à tous, je vous retrouve pour l'ouverture de ce second vlog sur mon séjour à Paris pour la formation à la Sorbonne. Je suis très pressée ce matin donc j'ouvre rapidement mais je dois encore prendre mon petit déjeuner. Il est 8h16 et mon bus est à 8h28. Voilà, donc il faut que je fonce. J'ignore si j'irai au cours de philosophie cet après-midi. C'est un cours qui concerne Heidegger et je n'en fais pas une priorité et à vrai dire j'aimerais vraiment avoir le temps de visiter la maison de Victor Hugo, et si je suis tous les séminaires comme je l'ai prévu, je n'aurai pas le temps de faire certaines choses qui me sont importantes, donc je pense que je vais peut-être moduler mon programme d'aujourd'hui, à voir, vous verrez bien, je vous raconterai ça tout à l'heure. En tout cas voilà, je vais essayer de vous filmer le maximum de choses comme pour le vlog précédent. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère vraiment que les plans de ce vlog seront agréables et que le son, la totalité du travail rendra justice à la quantité enfin à mon estimation en tout cas du temps que prendra le montage. Je l'espère de tout cœur. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième journée, donc à la... Non, pas du tout. Ma troisième journée complète à Paris. Mes quatrième journée en réalité puisque je suis arrivée samedi, et deuxième journée à la Sorbonne. Donc on fait le point comme on a pu le faire hier dans le vlog précédent plutôt. Donc ce matin nous avions un cours qui traitait donc de la littérature du XVIIe siècle et plus précisément des figures de Madame de Sévigné et de Madame de Villedieu, donc à travers leurs textes respectifs, à savoir la forme épistolaire chez Madame de Sévigné et la forme, je dirais, de la nouvelle galante chez Madame de Villedieu. Donc c'est un séminaire extrêmement intéressant, bien plus, je dirais, académique que le séminaire auquel nous avions pu assister le lundi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Je peux tout à fait entendre qu'on ait des problèmes d'affinité avec les cours magistraux. En ce qui me concerne, j'adore ça, vraiment je me régale, mais vous pouvez le voir, hein, j'ai pris... j'avais plus de batterie sur ma Remarkable, ce qui explique que j'ai pris des notes, mais tout ça c'est les pages de notes que j'ai pu prendre sur ce cours spécifique, donc sur la littérature du XVIIe siècle. Donc déjà on avait eu une première partie donc, qui est sur ma Remarkable et qu'il faut que je transpose d'ailleurs dans mon cahier. Mais je ne le ferai pas ce soir, je suis trop fatiguée. D'autant plus que je suis en train de terminer l'éducation sentimentale. Je viens d'entamer la troisième partie. Je vous avoue que mon urgence actuelle, c'est de terminer l'éducation sentimentale. Donc, où est ma prise de notes? Sorbonne hiver, je pense. Si tout
tout va bien. Hop, cours 17e. Donc ce cours, il a été mené donc par une séminariste extrêmement compétente, encore une fois, comme je vous le disais, qui se nomme donc Delphine Amstutz. J'espère que je le prononce bien, mais il me semble que c'est suisse. La thématique et l'intitulé, c'était le classicisme au féminin, Sévigné et Villedieu. Encore une fois, je tiens à préciser que c'était un cours extrêmement pointu dans... Alors, ce n'est pas que le cours était pointu, parce que le cours restait finalement, je dirais, une entrée en matière concernant l'œuvre de Madame de Sévigné et celle de Madame de Villedieu, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus exigeant que les cours que j'avais pu avoir la veille, et tant mieux, c'était incroyablement satisfaisant. Donc on a parlé de cette idée de classification donc du siècle du XVIIe qu'on appelle souvent le siècle classique et le siècle du classicisme. Donc on a eu toute une explication sur l'anachronisme finalement de ces termes et le fait que finalement cette appellation de classique et de classicisme, elle n'arrivera que plus tardivement au XIXe siècle. Donc c'était assez intéressant. On a eu un rapport, alors un rapport, qu'est-ce que je raconte, un résumé global de l'histoire du XVIIe siècle, mais je ne vous en parlerai pas ici. Mais on a parlé donc de l'assassinat d'Henri IV, de la mort de Louis XIII, de l'arrivée au pouvoir de Louis XIV, de la régence d'Anne d'Autriche, de la participation au pouvoir de Richelieu, de Mazarin, de la mort de Louis XIV. Ensuite, on a essayé un petit peu, je dirais, de structurer l'histoire de ce siècle d'un point de vue littéraire qui finalement ne débute pas en 1600 pour s'achever en 1699, mais propose quelque chose d'un petit peu plus long, je dirais, puisqu'on estimera donc que le siècle commence avec l'assassinat d'Henri IV en 1610 et qu'il se terminera avec la mort de Louis XIV en 1715, grossièrement en tout cas. Nous ont été données donc des éditions de référence concernant Madame de Sévigné, ce qui était très bien je trouve, et donc nous sommes ensuite rentrés un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc la personnalité de Madame de Sévigné, je la connaissais déjà relativement bien puisque je me suis vraiment intéressée à elle durant ma préparation au CAPES. J'ai eu un espèce de coup de foudre avec les lettres de Madame de Sévigné, et particulièrement les lettres à sa fille. Je trouve qu'elle a un esprit remarquable, qu'elle fait preuve d'une finesse dans le vocabulaire choisi, qu'elle a vraiment, enfin elle montre son éclectisme, son capacité à manier le langage dans la totalité de sa production littéraire, et c'est absolument passionnant. Donc on a abordé ces questions-là. Nous ne nous sommes pas focalisés seulement sur les lettres qu'elle écrivait à sa fille, mais aussi sur d'autres choses, des choses, je dirais, peut-être plus des affaires de cour, mais aussi des espèces de ragots parfois, et de quelle façon donc les choses étaient tournées dans les lettres de Madame de Sévigné. C'était très intéressant. On a parlé donc de l'instabilité du XVIIe siècle qui bien évidemment influence la littérature. C'est toujours comme ça, de toute façon on a vraiment un impact de l'histoire de la littérature, un impact de l'histoire sur la littérature. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oh voilà, on a parlé donc de l'arrestation de Fouquet en 1661, de la mort de Mazarin en 1661 et donc finalement du début du règne de Louis XIV officiel qui débutait en 1661 également. Donc ça c'était pour la partie que j'ai pu noter sur ma Remarkable. Ensuite je suis passée ici et là on est rentré vraiment dans la dimension littéraire. Une question intéressante, c'était le fait que finalement ces lettres de Madame de Sévigné ne doivent pas être conçues comme une espèce de transcription du réel, mais bien plus comme, donc parce qu'on a cette habitude et c'est d'ailleurs un propos que je tiens lorsque je parle rapidement de Madame de Sévigné, on a cette image finalement d'une mère qui était quasiment abusive et qui avait parfois des comportements toxiques envers sa fille. Mais c'est vrai que voilà, ce qui est explicité très largement dans ce séminaire et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le point de vue du fait que finalement ces lettres certes ont attrait au réel, puisque la relation entre Madame de Sévigné et sa fille est une relation extrêmement fusionnelle, mais également il y a beaucoup de choses qui se cristallisent avec une espèce d'idée de relation idéale qui pourrait d'ailleurs non pas qui pourrait émerger, mais une relation idéale que Madame de Sévigné s'aime à penser avec sa fille, et c'était très intéressant donc
cette idée-là. Donc Madame de Sévigné, elle se marie avec un homme qui se nomme donc Monsieur de Sévigné. Il meurt quand elle a 25 ans. Elle a 2 enfants de lui, donc Charles et sa fille qui deviendra donc Madame de Grignan, à qui donc la majorité de sa correspondance est adressée. Madame de Sévigné a peu fréquenté la cour de Versailles. C'est vrai que elle était un petit peu en marge de cette société et pourtant elle était reconnue comme étant très belle et faisant preuve vraiment d'un esprit remarquable. Mais plusieurs affaires vont donc l'éloigner de la cour. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se confondent. Moi, durant mes études, on avait insisté sur l'aspect, je dirais, vraiment du choix de Madame de Sévigné de s'émanciper de la société mondaine. Et finalement, donc on a soulevé ici un autre paramètre qui était très intéressant aussi. Alors il y en a eu plusieurs. Donc la disgrâce de son cousin qui dans Histoire amoureuse des Gaules va faire des portraits grossiers de plusieurs personnes de la cour, notamment Madame de Sévigné elle-même. Et le second événement que vous connaissez peut-être, c'est donc le fait que Madame de Sévigné était proche de Nicolas Fouquet, qui était donc le propriétaire de Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte qui, à l'époque, était considéré comme l'un des plus beaux châteaux, possédant la plus belle vaisselle, les plus belles draperies, bref... un faste, un luxe qui n'avait pas son égal. Et selon la petite histoire, donc Louis XIV se serait rendu à une célébration à Vaux-le-Vicomte et pris de jalousie, je caricature et je grossis les traits et j'abrège très largement l'histoire. Il aurait fait donc enfermer Nicolas Fouquet. Suite à un procès qui durera tout de même un bon bout de temps, je ne me souviens plus exactement de la durée, Nicolas Fouquet va être donc condamné à l'exil, mais Louis XIV va user de son pouvoir dans un sens assez inhabituel qui va être le sens de la condamnation majorée et faire en sorte que Nicolas Fouquet soit donc incarcéré et ce jusqu'à quasiment la fin de sa vie puisque il sortira quelques mois à peine avant sa mort. Madame de Sévigné va faire un espèce de compte-rendu, il y a un travail quasi journalistique qui est fait autour du travail de Fouquet et ça c'est vraiment une dimension de sa production littéraire que je ne connaissais pas mais sur laquelle je vais me pencher avec énormément de plaisir. Pour avoir donc découvert un extrait ce matin durant le séminaire, j'ai trouvé que c'était d'une part extrêmement bien écrit mais que la proposition qui était faite par Madame de Sévigné proposait tout à la fois une description d'éléments réalistes en même temps qu'elle soulevait, je dirais, la fougue et la finesse d'esprit de Fouquet. Donc c'était très intéressant. D'ailleurs, La Fontaine aura le même problème avec Fouquet. Moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter à mes élèves, mais c'est vrai que la proximité de La Fontaine et Fouquet, c'est quelque chose. Voilà, donc si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc on a toute cette partie sur encore une fois donc le procès de Fouquet qui était très intéressante. Ensuite nous avons eu la lecture d'une lettre qui mettait en avant finalement le fait que Madame de Sévigné savait tout sur tout, qu'elle était une sorte de plateforme où passait nécessairement l'information. Elle est l'incarnation du journal mondain. C'est assez fou mais c'est très intéressant. Donc on a lu une lettre qui tenait plus de l'ordre du commérage je dirais mais qui était extrêmement élégante, vraiment écrite dans une langue qui était piquante, drôle, sarcastique et qui mimait les conversations qu'on pouvait avoir dans les salons littéraires à l'époque. C'était vraiment très très beau. Ensuite, on a eu donc la lecture d'une lettre dans laquelle elle parle à sa fille donc de plusieurs sujets, notamment la contraception, la sexualité dans le mariage, mais d'une façon détournée. Vraiment j'avais du mal à avoir cette grille de lecture lorsque j'ai fait ma lecture personnelle de l'œuvre de Madame de Sévigné. Mais effectivement, elle a cette liberté de la parole. Elle parle de tout avec sa fille dans ses lettres, mais elle le fait toujours d'une façon sophistiquée en ce sens qu'elle détourne, je dirais, le sujet sur lequel elle veut arriver et sachant donc que sa correspondance n'est pas une correspondance de l'ordre de l'intime, puisqu'à l'époque la correspondance n'est pas intime au sens strict du terme, elle va donc tourner un petit peu les choses de façon, je dirais, alambiquée pour que sa production ne soit pas considérée comme vulgaire.
Donc, qu'autre chose, on a un passage dans lequel elle décrit, et c'est un autre moment où elle parle de sexualité, la relation que va entretenir son fils avec une jeune femme, qui sera un échec. Et donc elle parle vraiment à sa fille, elle raconte à sa fille tous les détails que son fils a pu lui confier. Ça aussi c'est assez surprenant. Et on arrive donc sur la partie qui a été je pense l'une des plus intéressantes dans le style qui était abordé, qui était proposé par Madame de Sévigné. C'est donc la mort du cuisinier, de l'intendant de Fouquet, Vatel. Donc cet intendant, il va avoir une crainte absolue de voir son travail raté. Alors c'est un grand mot, hein, parce que donc nous sommes dans l'idée d'un grand repas dans lequel le roi est présent, etc. etc. Et ne voyant pas un plat arriver, Vatel va s'en vouloir énormément et il va se donner la mort. Et on va avoir donc plusieurs grilles de lecture finalement de la mort de Vatel. Donc le journal interne aux faits mondains, à la famille concernée, ne mentionnera pas le décès de Vatel. Mais Madame de Sévigné, elle, va faire une espèce de rapport, un rapport qui va avoir quelque chose de fictionnel, entre gros guillemets, ou tout du moins dans lequel elle va ramener des éléments hypothétiques, notamment des choses qui vont mentionner le fait que, par exemple, Vatel n'ait pas dormi pendant plusieurs jours, etc., etc. Et on va avoir un rapprochement qui va être fait entre, le repas se déroule, il me semble, le jour de la Pentecôte. On va avoir un rapprochement qui va être fait entre la figure christique et la figure de Vatel qui va se donner la mort, donc le jour de la Pentecôte. Et on va avoir beaucoup de choses qui vont être mentionnées, notamment un feu d'artifice qui ne fonctionne pas, qui pourrait faire penser à l'éclipse qui apparaît dans le ciel au moment de la crucifixion du Christ. On a également le fait que dans ce que dit Madame de Sévigné, Vatel demanderait aux personnes de rester réveillées, mais les autres iraient se coucher comme l'ont fait finalement les apôtres lorsque Jésus est entré dans sa passion. Voilà, donc c'était très intéressant, vraiment très dense aussi, et c'était touchant de voir donc cette figure de Vatel autrement. Autre chose, on a terminé par cette idée, et je pense que c'est une idée que je vais creuser un petit peu, donc il n'est pas exclu de penser que Madame de Sévigné ait pu envisager la postérité de ses lettres, mais c'est quelque chose qui reste pour l'instant de l'ordre de la spéculation et qui n'est qu'une thèse. Ensuite, je passe à donc Marie-Catherine de Villedieu, qui est donc autrice du XVIIe siècle, elle aussi, 1640-1683. Elle naît à Paris sous le nom de Desjardins. Elle va s'éprendre d'un jeune homme à l'âge de 18 ans qui va lui promettre de l'épouser, mais quelques années plus tard, il va la répudier et elle va choisir de prendre pour nom de plume le nom de ce jeune homme. Donc avant d'être l'autrice qu'on connaît de Nouvelles galantes, Madame de Villedieu, elle va écrire notamment du théâtre. Ce théâtre, il va avoir tout de même une résonance assez importante à cette époque-là à Paris, puisque la troupe de Molière va la mettre en scène et va mettre en scène une de ses pièces et la jouer. Cette pièce se nomme donc Le Favori. C'est une pièce qui met en scène donc un homme qui est favori du roi, et qui ne peut cesser de s'interroger sur la raison pour laquelle les gens s'intéressent à lui et lui portent de l'affection. Il se demande si c'est cette proximité avec le pouvoir qui enclenche cette espèce de désir et de passion qu'il peut susciter chez les autres, ou si c'est bel et bien sa personnalité, sa façon d'être. Bref, est-ce que les personnes sont là pour ce qu'il est véritablement? Déjà, je trouve que c'est une considération qui est assez moderne, d'autant que ce protagoniste va se penser en tant qu'individu, alors qu'il fait partie d'un groupe qui est la cour, et qu'il est très très bien placé dans cette cour. Le roi va extrêmement mal prendre cette mélancolie qui va habiter son favori et décider de le mettre en prison du jour au lendemain. Et durant ce séjour en prison, bien évidemment que ce favori va pouvoir faire l'expérience même des personnes qui lui restent fidèles ou qui lui tournent le dos. Et arrivé, il me semble que c'est au 5e acte, on va avoir le roi qui va intervenir et qui va venir un petit peu casser cette scène. Donc on a ce rapport du théâtre dans le théâtre, c'est aussi quelque chose d'assez
d'assez intéressant de retrouver ce type de choses dans le théâtre au XVIIe, qui va arriver, qui va dire que donc tout ceci c'était un coup monté finalement, qu'il avait mis son favori en prison justement pour le guérir de cette mélancolie dont il n'arrivait pas à se défaire, et que finalement ce séjour en prison lui avait donc permis de se rendre compte qu'une femme l'aimait, que son meilleur ami était toujours présent, etc., etc. Bref, c'était très intéressant. Pour la partie de la vie de Madame de Villedieu, lorsque Molière et sa troupe vont adapter cette pièce au théâtre, il se trouve que Molière va faire imprimer un certain nombre d'affiches, et sur ces affiches va apparaître le nom de jeune fille de Madame de Villedieu, qui le refusera et qui demandera à ce que les affiches soient réimprimées avec son nom de plume, donc Madame de Villedieu, ce que Molière devra refuser, même si par la suite, évidemment, il modifiera le nom sur les affiches pour les représentations futures. Donc cette pièce, elle est sous-titrée Tragicomédie, ce qui est assez classique aussi, en tout cas cette partie-là est assez classique pour l'époque. On sait que cette pièce s'inspire d'une pièce espagnole dont je n'ai pas noté le nom, je n'ai pas eu le temps, ce qui interroge sur donc la possibilité de Madame de Villedieu de connaître et de fréquenter l'espagnol de façon assez suffisante en tout cas pour comprendre une pièce de théâtre. Donc je vais passer un petit peu tout ça, je vous ai fait le résumé de la pièce. Je trouve que la pièce a l'air très intéressante, je vais essayer de me la procurer quelque part, on verra bien. Ensuite, donc après le théâtre, évidemment, ce sont les Désordres de l'amour, qui est un ouvrage donc à l'image de ce que fait Madame de Lafayette, véritablement. En ce qui me concerne, je n'ai lu que l'histoire de Givry, qui est donc la dernière nouvelle que compte les Désordres de l'amour. Donc, on a cette idée que l'amour nous égare des bons sentiers finalement, et que la passion n'est pas une amie fidèle, mais bien plus qu'elle nous mène, encore une fois, sur des chemins qui potentiellement peuvent nous mettre en danger et nous faire perdre ce que nous avons déjà. C'est ce que va subir et vivre donc Givry dans l'histoire de Givry, qui est un homme à qui tout réussit, un jeune homme qui dans sa jeunesse est très proche d'une jeune princesse dont il s'amourache, mais des conflits familiaux vont faire que finalement ces deux familles vont s'éloigner, et Givry va développer des sentiments pour une autre femme, sentiments très intenses. On va lire finalement et comprendre toute leur passion durant ce bref récit. Et un jour va réapparaître dans sa vie cet amour d'enfance qui a grandi, qui est devenu plus attirante encore pour lui, et il va cristalliser une espèce d'idéal de l'amour sur cette figure féminine qui ne va absolument pas lui rendre et qui va même, je dirais, l'humilier sous certains aspects, en sachant que donc la femme à qui il s'était promis, qui est elle-même en disgrâce pour être dans un mariage qui ne l'avantage pas, va lui rester fidèle. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu ces mêmes thématiques qui reviennent, et moi personnellement c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande pour son style qui est vraiment très élégant, très moderne, dans lequel beaucoup de psychologie transparaît, avec toute une notion de morale aussi, alors une morale extrêmement classique, mais vraiment très belle. Alors personnellement j'aime beaucoup Madame de Lafayette, et j'aime beaucoup la princesse de Clèves et la princesse de Montpensier, donc je pense que je suis le public cible, si je puis dire, concernant ce type de texte. Mais en tout cas j'ai vraiment très envie de poursuivre ma découverte de Madame de Villedieu. Et j'ai terminé, je pense, pour la littérature. Voilà. Simplement il faudra que je retape ce qui est sur mon cahier numérique et que je le réécrive sur mes cahiers. Cet après-midi, la question c'était le dépassement de la métaphysique d'Heidegger. Je ne suis pas restée à la conférence. J'étais fatiguée, et très honnêtement c'était le cycle de conférences qui m'intéressait le moins, puisqu'il reste ensuite un séminaire sur le stoïcisme, un séminaire sur la philosophie des sciences et le positivisme logique. Je pense que c'est le séminaire que je suis le plus impatiente de découvrir, et enfin un dernier sur la dimension sociale de la science. Donc moi la philosophie des sciences c'est mon domaine de prédilection entre gros guillemets, même si c'est un siècle assez particulier puisque j'ai beaucoup travaillé sur le 16e, donc c'est pas la philosophie des sciences comme on l'entend au sens moderne et au sens du positivisme logique, même si bien évidemment on trouve les prémices de ce type de théorie dans les siècles antérieurs.
Et Heidegger, voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui me fascinait, m'intéressait, donc finalement je ne me suis pas forcée. En revanche, entre midi et deux, je suis partie au Panthéon. J'ai pris l'audio guide, donc il se trouve qu'avec le pass, si vous avez le pass enseignant, le Panthéon est gratuit, donc ça c'est chouette. J'ai pu donc visiter le Panthéon, vous avez dû voir les incrustes plus tôt dans la vidéo. C'était une expérience renouvelée puisque j'ai déjà visité le Panthéon il y a plusieurs années maintenant. C'était glacé et je suis fatiguée d'avoir froid. C'était très beau, c'était très agréable. L'audio guide apporte vraiment quelque chose aussi. On a toute l'histoire de l'architecture et de la fondation de ce bâtiment emblématique parisien qui va vraiment passer d'un bâtiment religieux à un lieu, je dirais, de représentatif de la Révolution française, représentatif des progrès, représentatif des Lumières, etc., etc. Donc on a vraiment cette espèce de superposition, de strates, des différents mouvements, des différentes choses qui ont habité l'histoire de la France, donc c'était très intéressant. Ensuite, c'était aussi très intéressant de voir que la multitude des panneaux peints dans le Panthéon sont produits par des artistes différents. On a donc différents moments de l'histoire qui sont choisis. On a par exemple dans la dimension religieuse toute l'histoire de Clovis par exemple. On a tout le cycle de Jeanne d'Arc également, donc de la révélation jusqu'au bûcher. On a donc on a une figure dominante qui est la figure de Sainte Geneviève qui vraiment habite le Panthéon, hein. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc quand vous rentrez au Panthéon, sur votre gauche, vous avez tout un mur qui reprend les miracles de Sainte Geneviève, enfin non, son enfance je crois d'abord. Et sur un autre pan, vous avez donc tous les miracles qu'elle a pu accomplir. C'était très beau. Ensuite, donc quand vous arrivez au centre, vous avez bien évidemment le pendule de Foucault, toute une explicitation sur de quelle façon il a été médiatisé, mis en avant, le succès qu'il a reconnu lors de sa première exposition. Et lorsque vous descendez dans la crypte, eh bien, vous avez les tombes de Dumas, d'Hugo, de Zola, qui sont d'ailleurs tous les trois. Vous avez le tombeau de Jean Moulin. Bref, vous avez les tombes de bon nombre de personnes. Donc Joséphine Baker, qui est une des dernières rentrées au Panthéon. Voilà. En gros, mais c'était voilà, c'était très très chouette comme visite. Je me suis dit qu'il n'était pas trop tard et je me suis rendue à la BNF parce que je souhaitais vraiment voir donc la grande salle ovale de la BNF et visiter donc les quartiers, je crois que c'est de Richelieu, à l'étage. Je suis arrivée, le musée était ouvert, donc j'ai fait le tour du musée. Et enfin, donc voilà, j'arrive devant donc la partie des appartements de Richelieu et fermeture jusqu'au 23 inclus. Nous sommes le 21, donc ça veut dire que si je souhaite voir les appartements de Richelieu, il faut que je retourne à la BNF vendredi. J'ai oublié de vous montrer ce que j'avais acheté au Panthéon. Alors ce n'est pas grand chose, mais c'est pour décorer ma classe. Donc une carte d'Alexandre Dumas, une carte de Zola, une carte d'Hugo, une carte de Voltaire, une carte de Rousseau. Voilà. J'ai pris une de chaque, elles étaient à 1 € pièce, donc ça m'a fait 5 €. Et j'en suis très contente, elles vont aller rejoindre donc mes cartes du musée d'Orsay que je vous ai déjà montré. Voilà, j'ai l'impression de faire mes petites collections. Et mon autre achat, alors je suis tombée sur une boutique qui faisait ça s'appelle Pop Mart. Alors j'imagine que plein de personnes connaissent, mais dans les Pop Mart, il y a des Pop Mart Le Petit Prince. Voilà, donc vous avez tout un tas de possibilités. Certaines me font vraiment de l'œil. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans un engrenage que je vais regretter. Donc j'ai eu alors je vous le montre. J'ai eu Le Petit Prince. Alors, c'est super bien présenté, hein. Donc vous enlevez, vous avez une petite languette que vous tirez sur le dessus. Une fois que vous ouvrez, vous avez un sachet comme ceci qui reprend donc le serpent bois. L'éléphant dans le serpent bois. Le serpent bois qui a mangé un éléphant. C'est dur, hein. Et donc vous ouvrez ce petit sachet. Et au sein de ce petit sachet, vous avez donc une figurine. Alors avant la figurine d'ailleurs, vous avez une petite carte comme ça qui est vraiment trop mignonne, qui va aussi aller dans ma classe.
Non, en théorie, je crois qu'à partir de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, mes tableaux en liège et l'agencement que je souhaite en fond de classe seront faits. Et dans ma partie littérature 20e, il y aura sans doute cette petite carte. Voilà. Je mettrai peut-être d'ailleurs aussi cette figurine parce que regardez ça. Je le trouve sublime. Donc cette figurine-là, cette version, elle s'appelle La Rose. Donc vous avez le Petit Prince. Je ne sais pas si vous verrez bien les détails. Avec donc cet habillage de la rose. Cette espèce de liane ici qui passe par-dessus. Il est magnifique. Je ne m'attendais pas à des finitions aussi chouettes. Et il est vraiment qualitatif. C'est pas du tout quelque chose que vous pouvez casser en le faisant tomber. Son poids est assez important. Et je regrette de ne pas en avoir pris d'autres. Voilà. C'était 15 €, donc je voulais pas non plus. Encore une fois, je veux pas dépenser des sous de façon inutile sur ce séjour, en sachant que Paris c'est déjà très cher, que mine de rien, je mange un petit peu dehors les midis. Alors même si j'essaie de rester raisonnable sur les prix, j'ai pas envie d'exploser mon budget en sachant que nous partons à Lisbonne en février. Alors j'avais mis pas mal d'argent de côté pour Paris et à Noël c'est ce que j'ai demandé. Donc voilà, j'avais déjà payé le logement en octobre je crois et les cours de la Sorbonne en octobre aussi. Donc après j'ai eu le temps de mettre un petit peu de côté, mais je veux dire c'est dommage de s'acheter que des figurines à Paris quoi là. Donc je vais me faire une tisane. J'espère de tout cœur que Flaubert parviendra à me garder éveillée, ce qui n'est pas gagné hein. Ce n'est pas le problème de Flaubert, c'est le problème de moi, ma fatigue. Mais j'ai tellement envie de terminer l'éducation sentimentale, mais tellement, il y a des passages que je suis en train de lire. Là j'ai passé Ah, je suis désolée si je vous spoil. Si je vous spoil, avancez un petit peu, allez même à la fin, je sais pas. Mais passez ce passage si vous ne voulez pas spoiler. Mais je viens de dépasser ce moment où Frédéric attend Madame Arnoux. Ils se sont donné rendez-vous pour se promener tous les deux. Et Madame Arnoux n'arrive pas et Frédéric est détruit par son absence. Et il va rejoindre donc la maréchale pour pallier sa tristesse. Et c'est une scène qui est super émouvante parce que Frédéric pleure, elle lui demande pourquoi il pleure et il lui répond cette phrase que je trouve incroyable mais qui est d'une tristesse. Il lui dit je t'ai tellement désiré. Et c'est quand on voit, quand on sait, quand on sent la cristallisation, la magie de l'amour que Frédéric a pu transposer sur Madame Arnoux et qu'on lit cette phrase qui transpire voilà, l'attente, l'espoir, le désir charnel aussi, qui était quelque chose qui était absent qui est absent en tout cas en théorie dans la relation que Frédéric entretient avec Madame Arnoux. C'est bouleversant, vraiment bouleversant et j'ai trop envie de continuer. J'ai trop envie de revoir la suite, de relire certains passages. Je trouve que c'est vraiment magnifique. La plume de Flaubert, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est toujours une expérience sensationnelle. Je ne peux pas dévorer Flaubert rapidement, hors Madame Bovary, parce que je l'ai tellement lu que maintenant, c'est une promenade de santé en termes de difficulté de lecture. Mais par contre, c'est toujours un enrichissement incroyable. L'éducation sentimentale, c'est encore... c'est un petit peu des balbutiements encore pour moi. Donc, il me faut quand même être attentive, il me faut être patiente, d'autant qu'il y a des parties qui sont un petit peu plus politiques aussi, et que la façon que Flaubert a d'aborder la politique n'a rien à voir avec la façon dont Zola aborde la politique, par exemple, je trouve. Donc, voilà, je suis pas trop familière de ça. Et j'ai envie de continuer, voilà, donc j'y vais de ce pas. J'espère que ce n'était pas trop long parce que je me rends compte qu'en tout et pour tout, ça fait 38 minutes que je filme. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu et que que vous aurez eu des jolis plans de coupe, etc., parce que je vous assure que c'est pas facile de filmer en extérieur pour moi, j'ai vraiment du mal. J'essaie de faire de mon mieux, donc voilà, j'espère que le montage sera dynamique et que vous ne vous ennuierez pas. Je pense que je ne vous reprendrai pas avant demain, donc je vous dis à demain matin. Et cette fois j'aurai un petit peu plus de temps puisque ce matin j'ai fait l'erreur d'aller en cours à 9h, c'était 9h30. Demain je ne ferai pas cette erreur là, mais je me lèverai à la même heure quand même. Voilà.
Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Je vous parlerai simplement avec une vue sur ce deuxième chapitre de la troisième partie de l'éducation sentimentale, puisque je suis beaucoup trop fatiguée pour vous faire un bilan de la journée et je n'ai rien filmé du tout. Je n'ai pas pensé à prendre l'appareil photo et enfin je l'avais dans mon sac mais je n'ai pas pensé à le sortir et je n'ai rien fait de plus que les 6 heures de cours, manger un bout et lire durant donc cette pause-là. Et ensuite, je suis passée au musée Cluny. Je suis repassée parce qu'avec ma carte enseignant, c'est gratuit. Donc je suis repassée rapidement pour acheter un cadeau pour ma maman. Et ensuite, je suis rentrée. Voilà, j'ai pris une douche, j'ai mangé. Et maintenant, j'ai seulement envie de lire. C'est pour cette raison que je ne vous ferai pas un bilan immédiat. Et je vais différer ça à demain. Je suis désolée, peut-être que demain, les choses seront un petit peu indigestes. Mais voilà, je ferai de mon mieux. Je vous dis à demain. Alors il y a beaucoup de bruit autour de moi, je viens de traverser le square, je crois que c'est Louis XIII qui est très beau. Et en face vous voyez l'ancien appartement de Victor. Donc je triche un petit peu parce que je suis déjà rentrée, j'ai déjà fait la visite, mais je n'avais pas fait de plan de l'extérieur. Et comme vous pouvez voir, c'est un tout le square. Donc c'est vraiment très beau, c'est impressionnant. Et c'est vraiment sur une... Voilà. Je ne trouve plus mes mots, sur une dimension assez conséquente et vraiment c'est très joli. C'est hors du commun je dirais, parce que ça se trouve dans une petite, enfin il faut prendre une petite bifurcation sur un axe assez conséquent mine de rien. Et vous arrivez donc sur ce square Louis XIII et lorsque vous traversez le square, enfin partout autour de vous finalement, vous avez ces espèces de bâtisses qui font très... je sais pas, je ne saurais pas les qualifier. Alors il y a un côté haussmannien, mais voilà, il y a vraiment des teintes briques, des beiges. Je sais pas si vous verrez bien parce qu'il fait nuit. Je vais essayer d'arrêter de marcher pour que vous ayez des prises de vue un peu plus sympathiques, mais c'est vraiment très élégant. Voilà. C'était mon petit mot, comme ça. Je suis arrivée un petit peu tard pour l'ouverture, pour la visite de l'appartement, mais c'était beau, vous verrez les images de toute façon, voilà. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit moment, je pense, puisque hier je n'ai pas fait le point, comme je vous l'avais annoncé, sur ce que j'ai pu faire en cours. J'étais beaucoup trop fatiguée. Non pas que je sois même fatiguée aujourd'hui, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je me lance dans ce récapitulatif parce que sinon vous allez avoir vraiment un fragment de vidéo qui va être extrêmement long et je pense indigeste. Donc je me suis dit, il faut y aller. Donc hier nous étions mercredi, j'ai eu donc 2 cours, un premier cours le matin sur 2 titres du XVIIIe siècle, le premier étant les lettres persanes de Montesquieu et le second étant Julie ou la nouvelle Héloïse de Rousseau. Ces 2 textes s'illustrent donc en tout cas nous ont été présentés en même temps que je dirais
le mouvement des Lumières, mais sous son aspect plus littéraire, même s'il est compliqué à cette époque-là de segmenter véritablement ce qui est de l'ordre de la littérature, de la philosophie, de la science, etc., etc. On est encore finalement dans ces années où les césures et les frontières ne sont pas nettes entre les champs disciplinaires. Donc nous avons soulevé le fait que durant les Lumières il y a une fonction hautement philosophique des œuvres. C'est déjà quelque chose que j'avais pu voir aborder au cours de mes études d'une part, mais dans les séminaires Sorbonne, je l'avais vu aborder donc dans le cours que nous avons pu avoir sur les Lumières dans la partie philosophie cette fois-ci. Donc nous avons eu un gros exposé des lettres persanes de Montesquieu. C'est vrai que je ne les ai pas lues depuis longtemps, je les avais lues pour le CAPES. Et surtout, j'avais eu une première tentation de lecture à laquelle je n'avais pas cédé il y a plusieurs années lorsqu'un ami à la fac m'avait offert Comment peut-on être français de Chador Javan, qui a abordé justement cette question d'une femme iranienne qui a vécu des persécutions en Iran, qui arrive en France et qui tente désespérément d'apprendre le français et qui les apprend par le biais des lettres persanes. Et c'est une histoire vraie, c'est la vraie histoire donc de Chador Javan. Donc j'ai une histoire avec ce roman qui est, je dirais, il y a une dimension symbolique pour moi nécessairement qui fait que j'ai un attrait qui est devenu naturel par la suite pour ce roman. Donc on a noté plusieurs choses. La première question qu'on s'est posée, c'est comment le roman inscrit-il une réflexion philosophique dans sa trame narrative. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Et la seconde, c'est comment le romancier choisit-il lui-même d'inscrire la philosophie au sein du roman. Alors ce sont des questions qui se répondent bien évidemment et qui d'ailleurs, je dirais, présentent des similitudes telles que finalement on va être seulement sur des variantes infimes dans la façon dont on va aborder la question. L'une abordant la question comme le roman de façon autonome et l'autre comme je dirais le roman en cours de création. Donc je vais pas épiloguer là-dessus. Finalement, on se rend bien compte qu'il y a tout à la fois une philosophie qui est liée à la pensée de l'auteur et une philosophie qui va donc émerger du comportement des personnages, des protagonistes, que c'est via, je dirais, ce canal-là que majoritairement l'écrivain va pouvoir faire passer ses idées ou des idées. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans les lettres persanes, ce qui est pratique, c'est que donc nous avons deux persans qui sont donc Zahir et Uzbek et son ami Rustan, qui donc quittent la Perse. Donc Uzbek, il vit dans un harem, donc il a des femmes qui lui sont soumises. C'est vraiment c'est un despote, vraiment. Il s'en va, donc il arpente un petit peu les routes et il rencontre un petit peu tous les systèmes politiques qui existent en Europe jusqu'à arriver en France. Et lorsqu'il arrive en France, il va interroger finalement les mœurs, les traditions, les coutumes et les façons de faire qui nous semblent absolument normales en tant que Français, mais qui peuvent interroger donc quelqu'un, donc en l'occurrence un homme persan de cette époque, sur leur validité et même sur leur... comment justifier l'étrangeté de certaines caractéristiques et de certaines choses. Il y a notamment une partie qui est intéressante qui met en scène donc Uzbek qui se rend au théâtre, qui voit un vaudeville donc joué sur la scène et pour lui le spectacle n'est non pas sur scène mais dans la salle puisque la réaction du public est en soi et les codes du comportement des spectateurs au théâtre sont justement si codifiés que le spectacle pour lui semble être donc dans la salle puisque c'est quelque chose avec lequel il n'est pas coutumier. Donc on a poursuivi un petit peu donc, cette étude avec de multiples exemples, je vous en ai cité un mais je pourrais en citer beaucoup plus. Il faut savoir qu'il y a une dimension chez les Lumières qui est commune finalement avec beaucoup de traditions et de pensées antiques, qui est l'idée que le savoir rend heureux, donc le vrai va pouvoir être rapproché du bon, qui va pouvoir être rapproché du beau finalement. Il va y avoir cette ligne, cette continuité entre ces trois idées. Et c'est ce qui illustre donc notamment ce roman des lettres persanes. Il y a une citation que j'ai relevée, que j'ai trouvée vraiment très élégante et dont je n'avais aucun souvenir. C'est donc « Nous sommes nés dans un royaume florissant.
puissants, mais nous n'avons pas cru que ces bornes fussent celles de nos connaissances et que la lumière orientale dût seule nous éclairer. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc on a eu je dirais un petit fil qui nous a conduit derrière sur l'idée de l'empirisme, plus précisément chez Locke, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je me renseigne un petit peu plus, donc je ne vais pas m'avancer sur la question. Et on a clos, je dirais, la partie sur Montesquieu en abordant le fait que les Lumières, finalement, c'est un mouvement donc d'émancipation, de recherche de vérité et d'une idée d'humanisme. Nous sommes ensuite passés donc à La Nouvelle Héloïse, qui paraît donc en 1761. C'est un roman épistolaire de Rousseau. D'ailleurs, les lettres persanes, comme leur nom l'indique, sont également un roman épistolaire. Alors je n'ai aucune connaissance du roman ici, ça va être l'une de mes toutes prochaines lectures, d'ailleurs ça modifie ma pile à lire de l'année 2025 parce que c'est tout de même une œuvre conséquente. C'est un roman qui se divise en deux parties, donc on a toute une première partie qui va donc mettre en scène l'amour de Julie et de Saint-Preux, qui sont donc fous amoureux l'un de l'autre. Le père de Julie refuse que sa fille épouse Saint-Preux, qu'il trouve indigne du rang de Julie. La situation va durer donc un temps assez considérable. Et finalement, donc Julie va renoncer à cet amour et va épouser Volmar. On sait que Saint-Preux donc part en voyage pour faire le deuil de cet amour impossible. Julie et Volmar vont demander à Saint-Preux de devenir le précepteur de leur enfant et finalement l'objectif ça va être de créer une espèce de collectivité où le vivre ensemble est le leitmotiv un petit peu. Et les choses, bon, enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros on va suivre l'évolution donc de cette petite communauté. Et le roman est divisé en 6 parties, donc on a 3 parties qui vont narrer cet amour impossible finalement entre Saint-Preux et Julie, et les 3 autres parties vont exposer le nouveau rôle que Saint-Preux va prendre dans la vie de Julie en devenant le précepteur de ses enfants. On est dans une forme de narration à la première personne puisque nous sommes dans un roman épistolaire, donc c'est une chose sur laquelle nous avons lourdement insisté. Et en fait la question c'est un petit peu la question de l'éducation des passions, je dirais, puisque Julie et Saint-Preux vont devoir apprendre à s'aimer différemment, à maintenir le fait qu'ils se sont aimés à une époque mais qu'ils ne s'aiment plus à ce moment-là. D'ailleurs toute cette idée aussi du fait que est-ce que véritablement des années après on aime la personne pour ce qu'elle est ou est-ce qu'on l'aime pour ce qu'on a vécu avec elle et pour ce qu'on a pu cristalliser sur elle la concernant et nous concernant. L'objectif ça va vraiment être d'étouffer le désir finalement et c'est l'idée d'une société dans laquelle le bien vivre passe par cette espèce de moment où on étouffe le désir qui sous-tendait toute la relation de Julie et Saint-Preux jusque-là. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'encore une fois je ne l'ai pas lu et je n'ai pas envie forcément de revenir sur tous les aspects plus précis de la question. Je les ai longuement abordés hier, donc je voudrais me garder aussi, avant d'en parler, je voudrais me garder un temps de découverte de l'œuvre. Je sais pas si c'est très clair, j'espère que ça l'est. Voilà, en gros, donc ça c'était la partie d'hier sur le XVIIIe siècle en littérature. En ce qui concerne la philosophie, alors je suis en train d'essayer de trouver le document, mais je suis sortie du document de la Sorbonne philosophie. Et donc hier nous avons travaillé sur le stoïcisme. Le stoïcisme, nous avons eu donc 3 heures concernant ce courant philosophique. On a d'abord parlé donc de sa fondation par Zénon de Kition et le fait que derrière ça a été une pensée très largement reprise par, alors je vais pas vous faire la liste, elle est pas exhaustive, mais par Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, etc., etc. Donc on a d'abord eu une histoire, je dirais, très rapide et transversale de la philosophie antique. Donc on a majoritairement parlé des philosophes dominants au moment de l'émergence de la pensée stoïcienne, et même après d'ailleurs, parce que ce qui nous intéressait finalement c'était dans la continuité. La pensée stoïcienne elle ne s'établit pas
en un temps unique, elle s'étale sur une plage quand même de temps qui est assez conséquente. Donc on a réabordé les idées donc de Platon et de l'Académie, d'Aristote et du lycée, donc respectivement les fondations que chacun d'eux a pu entreprendre afin de dispenser son savoir. Donc on a parlé de l'école péripapéticienne d'Aristote, on a parlé de l'école de l'Académie de Platon. Et avant ça encore, on a parlé de cette... c'est assez compliqué de dire que Pythagore est fondateur de la philosophie en soi, mais voilà, de cette idée que si on devait trouver et imaginer un fondateur de l'idée de philosophie, ce serait Pythagore, donc en 600 avant Jésus-Christ. Donc c'était assez compliqué parce que finalement l'historique de la philosophie, ça s'ancre et ça s'articule autour de fragments et non pas de textes complets. Je dirais que les choses sont... Évidemment, plus on remonte, moins on a de sources sûres et certaines. Il faut savoir que même pour Platon, les recompositions sont faites à partir d'extraits, mais non pas de manuscrits, déjà à proprement parler, et encore moins d'œuvres complètes et complexes que nous avons juste à rééditer par la suite. Donc c'est toute la complexité, je dirais, de l'accès à la pensée initiale qui se pose sur les textes antiques. Donc nous avons abordé donc dans l'ordre Pythagore, Socrate, Platon, Aristote. Puis nous sommes arrivés donc sur les trois courants dominants de l'époque hellénistique. Donc ces trois courants sont donc l'épicurisme, qui est porté très largement par Épicure, le stoïcisme qui est fondé, donc on a dit, par Zénon, et enfin le scepticisme qui va être une branche assez marginale de la philosophie et qui n'est pas qui va être assez différente du scepticisme qu'on connaîtra dans la philosophie plus moderne. En sachant que voilà, le scepticisme va vraiment se définir par cette idée que nous ne pouvons pas connaître les choses avec certitude. Donc finalement c'est assez compliqué parce que c'est une doctrine qui stipulerait que comme nous ne pouvons pas connaître les choses avec certitude, il faut suspendre en permanence son jugement. Donc ça c'était pour la partie introductive. Ensuite nous avons donc basculé dans l'histoire du stoïcisme. Je vais pas beaucoup plus vous en parler, mais donc dans les personnes donc, qui ont repris la pensée des stoïciens, alors il y a une branche grecque, une branche latine, et ils sont finalement assez nombreux. Donc je vous ai déjà fait une liste assez longue, mais je rajoute Cicéron qui n'est pas stoïcien à proprement parler, mais qui va vraiment participer à transmettre cette idée du stoïcisme à Rome en traduisant les textes grecs. Ensuite on a plus longuement et plus largement parlé de Sénèque, et notamment donc du fait que Sénèque va être le précepteur. Donc je pense que vous connaissez l'histoire. Sénèque est le précepteur de Néron, qui est donc le fils d'Agrippine et de Caligula. Donc il va être précepteur de Néron. Ça, il y a toute une phase où donc Sénèque est comment on dit, je suis vraiment fatiguée, hein, et exilé. Donc c'est Agrippine qui le fera revenir parce qu'elle a un lien et une affection particulière pour Sénèque et qu'elle le veut pour précepteur de Néron. Caligula va finir par adopter Néron, qui n'est pas son fils légitime. Et oui, parce que je dis que c'était son fils, mais c'est pas son fils légitime, bref, il adopte. Et donc quand Caligula va mourir, Néron va devenir l'empereur. Sénèque sera condamné par la suite donc au suicide par Néron. Qui voilà, estimera que Sénèque a comploté contre lui. Je sais pas pourquoi je fais des digressions si longues, c'est pas... Ensuite on a parlé d'Épictète. Je vous passe le couplet parce que sinon ça va être trop long. Si je vous fais l'histoire de chacun des gros acteurs du stoïcisme, ça va être un petit peu long. Et donc ensuite on arrive à Marc Aurèle. Marc Aurèle qui a une vie par contre intéressante parce qu'il est adopté par l'empereur Adrien. Et c'est un empereur dont j'aime beaucoup l'histoire, et de façon générale, si vous visitez Rome, et même si vous allez à Athènes, vous avez l'impression que vraiment Adrien a laissé sa marque partout, c'est assez impressionnant. Donc Adrien adopte Marc Aurèle, qui va avoir une éducation importante et qui à l'âge de 12 ans va commencer vraiment des études de philosophie, et il va se convertir entre gros guillemets au stoïcisme à l'âge de 25 ans. Donc c'est un personnage qui est très intéressant, Marc Aurèle, si vous avez l'occasion de lire. Donc souvent c'est traduit par penser pour moi-même, penser à moi-même,
Bref, en tout cas, ce n'étaient pas des écrits destinés à être publiés, mais dans la mesure où ce sont des écrits d'empereur, forcément, il y a eu une récupération des propos et une diffusion par la suite. Ensuite, donc on a vraiment parlé du système en lui-même et de l'idée que chez les stoïciens, finalement, l'idée du bonheur, c'est l'idée de vivre en accord avec la nature. Plus nous vivons en accord avec la nature, plus nous sommes proches du bonheur. Je vais vous dire les choses simplement, comme ça je peux clore la partie sur ce cours de philosophie. En gros, ce qu'on a vu, et de toute façon, ce qui est courant et toujours là dans la philosophie stoïcienne, c'est cette idée que bien évidemment il faut mesurer ses passions. Ça c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est qu'il faut apprendre à faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc accepter ce qui ne dépend pas de nous, puisque de toute façon nous ne pouvons pas agir dessus, et agir sur ce qui dépend de nous. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vivre une situation extrêmement délicate, bon, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, c'est l'émotion qui va dominer face à la situation en question. Alors bien évidemment, chez les stoïciens, et c'est là qu'il va falloir légèrement moduler, il y a une acceptation, je dirais, de l'instance première de l'émotion, qui va être, je dirais, l'émotion vive, l'émotion forte, qui va apparaître. Je pense par exemple à la colère, vous faites, je sais pas, agresser, embêter quelque part. Évidemment que votre premier réflexe peut-être va être de ressentir de la colère. Eh bien, le premier mouvement stoïcien, ce n'est pas de ne pas ressentir cette colère, c'est de la ressentir et de se dire que ce n'est pas la bonne réponse à ce qui est en train de se passer. Voilà, donc c'est plus ça, le stoïcisme en tout cas doit être plus conçu comme un mouvement de seconde instance qu'un mouvement de première instance, puisque il n'y a absolument pas chez les stoïciens je vais pas dire de vocation, parce que je pense que dans l'idéal sur le papier, oui, mais factuellement, dans les agissements de tous les jours, il y a une reconnaissance du fait qu'il y a des émotions intuitives qui ne peuvent pas être régulées par la raison. Voilà. Parce que ce qui est premier va dépendre de l'affect, de l'émotion, de la passion, et non pas de la raison. Donc c'est une philosophie qui est finalement extrêmement qui a une conception extrêmement libre de l'homme, puisque le bonheur est une chose qui se choisit, le bonheur est une posture qu'on va prendre face aux événements, et puisque nous ne sommes pas maîtres de ce qui arrive, nous devons toujours nous préparer finalement à vivre, je dirais, le pendant négatif de ce que nous vivons de positif aujourd'hui. Par exemple, je pense à quelqu'un qui serait extrêmement aisé d'un point de vue matériel et financier. Cette personne doit régulièrement se mettre dans des situations de pauvreté pour expérimenter le fait d'être pauvre, et lorsque ça lui arrivera, si ça lui arrive, en avoir déjà fait l'expérience en amont. Donc je retiens là, je vous ai pris une citation d'Épictète du manuel, en l'occurrence, pareil, c'est vraiment un texte que vous pouvez lire qui est extrêmement bref. Ne demande pas que ce qui arrive comme tu le veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Voilà, donc en gros, il faut accepter comme la façon dont les choses arrivent, et ensuite on voit de quelle façon on réagit. Bref, ça c'était la partie sur le stoïcisme. J'espère qu'elle a été claire, parce que je suis vraiment fatiguée, il y a des chances que je sois vraiment confuse aussi. Et je passe pour terminer au cours d'aujourd'hui en littérature. Je ne suis pas allée à celui de philosophie, j'étais vraiment fatiguée aujourd'hui, donc j'en ai profité en rentrant pour passer par Notre-Dame, mais j'étais vraiment très fatiguée, et je suis encore vraiment très fatiguée. Je pense que j'ai été trop exigeante envers moi-même. Cette semaine, c'était trop audacieux de faire tout ce que j'ai fait. Donc le cours d'aujourd'hui traitait de deux romans qui ont été... Voilà, un roman qui a été mon roman préféré pendant longtemps, qui est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et un second qui est donc L'éducation sentimentale de Flaubert, que je suis en train de relire, si je puis dire, même si voilà, ma première lecture, encore une fois, avait été compliquée. Tout d'abord, nous avons une petite définition. Alors déjà, il faut savoir que de façon extrêmement évidente, l'enseignant classifiait Flaubert dans la littérature réaliste, ce qui m'a beaucoup surpris, mais ensuite il a fait un pont entre réalisme et romantisme que j'ai trouvé assez intéressant, même s'il n'a pas été explicité, et que je n'ai pas envie de vous le rapporter d'une façon trop vulgarisée, parce que j'aurais peur de dire des bêtises et de manquer de clarté. Mais en gros, voilà,
si vous voulez, ça va être cet enjeu d'émancipation qu'il va y avoir dans ces deux littératures, donc le réalisme et le naturalisme, de se détacher finalement de cette notion de classique et de classicisme qui était intrinsèquement liée à l'idée même de littérature, je dirais qualitative, à cette époque-là. En sachant que si je dois contextualiser un petit peu le 19e siècle, l'un des romans les plus lus, c'est Les Trois Mousquetaires, et ce n'est pas considéré comme de la grande littérature, hein, c'est considéré comme une littérature de consommation, voilà, en gros. Mais encore une fois, c'est schématique, mais c'est un petit peu vrai. Et l'autre point commun finalement entre le réalisme et le romantisme, ça va être cet aspect de la quête de vérité. C'est vraiment deux courants qui vont tendre vers l'idée de parler au plus proche du réel, même si chez les romantiques ça paraît un petit peu plus compliqué à voir et à analyser, parce qu'il y a vraiment une idée des passions exacerbées, mais voilà, qui traduit de véritables considérations, de véritable état d'esprit dans ce siècle-là. Je vais passer toute la partie dans laquelle on parle de Balzac et du réalisme de façon générale. On a nuancé quelque chose, l'enseignant a nuancé quelque chose, c'était cette idée que le réalisme soit une représentation du réel. Et je suis d'accord avec le fait qu'il y ait une nuance, hein, c'est une évidence, je veux dire, on ne peut jamais reproduire le réel. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec cette citation, je crois que c'est une citation de Maupassant qui dit le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à dépeindre l'existence telle qu'elle est, mais... Donc c'est dans la préface de Pierre et Jean. Et c'est exactement, ce sera plus clair que mes souvenirs, le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par jour pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. Voilà. Donc je suis assez d'accord moi avec cette idée-là, et je trouve qu'elle résume très bien le réalisme, donc je vais pas aller plus en avant dans les explications que nous avons pu donner. Mais moi personnellement, alors cette citation n'a pas du tout été donnée durant le cours, mais pour moi, à mon sens en tout cas, et dans ce que j'ai pu étudier au préalable, je la trouve particulièrement cohérente et parlante. Sachant que bien évidemment, ce qu'on a évoqué dans ce cours-là rejoignait la citation de Maupassant, mais voilà, elle me permet, je dirais, de synthétiser un petit peu ce que nous avons lu jusque-là. La particularité aussi du réalisme et du romantisme, c'est qu'on se détache de l'idée de l'art pour l'art. Donc l'art pour l'art, c'est l'idée finalement de la création artistique qui se suffit en elle-même. On va être sur des littératures qui vont être bien plus engagées sur divers points. Alors on connaît bien évidemment le cas de Zola ou de Balzac ou de Hugo qui vont être engagés sur les combats sociaux, mais vous avez aussi des choses qui sont plus, je dirais, psychologiques. Par exemple, chez Goethe, on a cette espèce de témoignage de la souffrance des passions, de la souffrance de l'ennui, de la souffrance des interrogations existentielles qui ne trouvent pas de réponse. Voilà. Donc on a cette totalité qui fonctionnent ensemble. À noter, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes élèves en 4e, parce qu'on a en même temps un pôle d'analyse du journalisme et d'analyse du réalisme, donc il faut vraiment réussir à scinder les deux. Il y a une démarche journalistique dans le réalisme et plus particulièrement dans le naturalisme, mais ce sont des choses qui sont différentes, même si les mêmes auteurs ont pu s'illustrer dans les deux activités. Donc en ce qui concerne Stendhal et le rouge et le noir, on est resté finalement sur cette intrigue et sur ce mystère concernant le titre, même si des hypothèses ont été émises à la fin du cours. On a finalement peu de réponses sur le pourquoi du comment de ce titre. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du rouge et du noir. On est dans une histoire en deux parties. Il y a deux histoires d'amour, donc de Julien Sorel qui va devenir précepteur des enfants de Madame de Rênal et tomber à s'éprendre de Madame de Rênal, qui va être donc inaccessible puisqu'elle est mariée. Et dans un second temps, voilà, j'allais dire Frédéric, c'est pas possible. Donc Julien qui va rencontrer une autre jeune femme dont il va tomber amoureux. Je ne vous raconte pas la fin, je ne voudrais pas vous divulguer la totalité du récit. On a parlé donc de l'aspect psychologique de la personnalité de Julien, qui c'était d'ailleurs quelque chose d'assez moderne, cette arrivée, cette émergence et surtout cette omniprésence de la psychologie dans le roman
de Stendhal, puisque véritablement on vit dans les émotions de Julien en permanence et on est dans toutes ces élucubrations, toutes ces réflexions, etc. etc. On a abordé aussi le fait qu'il y avait une remise en question de la place du héros dans ce type de roman, puisqu'on va avoir, je dirais, une césure entre l'origine sociale qui jusque-là en fait était vraiment un critère de moralité, et le véritable sens moral. Même si très honnêtement je suis assez sceptique sur... Je ne dirais pas que je déteste le personnage de Julien, mais pour moi ce n'est pas le personnage le plus moral de l'histoire de la littérature, hein, clairement pas. Nous avons vu que il fait partie de ces protagonistes au 19e siècle qui vont user de leur relation pour s'élever dans la société, et notamment par le biais de Mathilde, qui sera donc la seconde femme de la vie de Julien. Et en gros on en est venu à quelque chose qui sera un petit peu, enfin qui n'est pas similaire pour Flaubert, mais c'est vrai que on va avoir un petit peu la même chose avec Frédéric dans l'éducation sentimentale. Ce ne sont pas finalement les événements politiques qui vont être au centre du Rouge et du Noir, pas du tout. C'est vraiment en fait la petite histoire. C'est toujours la petite histoire, et c'est les élans du cœur, les passions amoureuses, etc., etc. C'est vraiment ce qui va sous-tendre tout le roman. Ensuite, nous sommes passés donc à l'éducation sentimentale, qui paraît donc 39 ans plus tard, je crois. Il me semble que c'est 1830, le Rouge et le Noir. Donc la première chose qu'on a soulignée, c'est une grande ressemblance entre l'éducation sentimentale et le Rouge et le Noir. Alors j'ai beaucoup aimé le Rouge et le Noir, qu'il faut que je relise, mais l'exigence dans l'écriture de l'éducation sentimentale me semble quand même un petit peu différente. Je change la batterie. Donc, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire de façon générale? J'ai rien noté concernant la vie de Flaubert. Si, pardon, parce qu'il y avait une chose qui m'a apparu intéressante et à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Toute sa vie, Flaubert va finalement aussi entre deux genres narratifs, enfin entre deux styles de romans. Donc d'un côté, on va avoir Madame Bovary et l'éducation sentimentale, qui sont des romans du sentiment, de l'émotion, qui sont très introspectifs et dans lesquels finalement on est plongé aux côtés d'un personnage dont on vit toutes les émotions, mais ce sont des personnages qui sont déconnectés de leur société. Et le roman, je dirais, plus de l'avant et de l'ailleurs. Et là, donc, on a noté Salammbô et la tentation de Saint-Antoine, même si la tentation de Saint-Antoine pourrait, à mon sens, aussi être analysée à l'aune, enfin, du même prisme que Madame Bovary et l'éducation sentimentale, mais je trouvais l'idée très intéressante. Nous avons vu donc le découpage du roman, qui est assez particulier. Donc le roman est composé de 3 parties. Qui sont chacune composées de 6 chapitres. Ces 6 chapitres eux-mêmes se divisent en 3 catégories. Il y a les chapitres qui vont parler majoritairement de l'axe, je dirais, vie sociale, amitié, de l'axe amoureux et de l'axe politique. Donc c'est ce qui fait que peut-être que le fil général de l'éducation sentimentale peut paraître assez décousu, mais quand on regarde sa structure globale, Flaubert a vraiment fait quelque chose de très cohérent et de très construit. Et donc si vous ne connaissez pas l'histoire de l'éducation sentimentale, il va peut-être falloir que je vous en parle un petit peu. D'ailleurs pour Stendhal, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus claire, mais en gros, on va suivre Frédéric qui arrive dans le premier chapitre, nous avons Frédéric qui est à bord d'un bateau. Sur ce bateau, il va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle donc Monsieur Arnoux. Et cet homme, il se trouve qu'il est marié à une femme qui s'appelle Madame Arnoux. Donc Frédéric va d'abord rencontrer Madame Arnoux, avant de se rendre compte qu'elle est l'épouse de cet homme avec qui il vient d'échanger. Et à partir de là, va naître une passion tout à la fois brûlante et d'une pureté assez transcendante de Frédéric pour Madame Arnoux. Et voilà, on va voir la quête, je dirais. Alors c'est aussi un roman d'apprentissage, voilà. C'est un roman d'apprentissage en ce sens que Frédéric va commencer en étant extrêmement naïf. Un passage notamment dans lequel, par exemple, il va entrer chez les Arnoux, il va casser une ombrelle, persuadé qu'il s'agit de l'ombrelle de Madame Arnoux. Il va être invité dans leur maison de campagne et il va offrir donc pour l'anniversaire de Madame Arnoux une nouvelle ombrelle. Lorsqu'il va l'offrir, Arnoux va lui dire mais que vous êtes sot ou quelque chose de ce type. Je me souviens plus, on en a parlé ce matin mais je ne me souviens plus. Et cela montre que voilà, Frédéric n'avait même pas compris que Monsieur Arnoux pouvait avoir des amantes. Alors c'est aussi parce qu'il y a vraiment
une cristallisation autour de la figure de Madame Arnoux et que pour Frédéric, il est impossible qu'un homme qui possède Madame Arnoux puisse en désirer une autre, je pense. Mais il y a aussi il y a d'autres choses. Mais le personnage de Frédéric évolue d'une façon quand même assez désagréable, je dirais, parce que c'est un héros qui... Alors, plusieurs thèses se défendent sur la question, mais moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un héros qui est un petit peu statique, et c'est ce qu'on a souligné ce matin, d'ailleurs. Je sais que cette thèse n'est pas... Alors, c'est la plus répandue, mais c'est pas forcément celle qui est soutenue par tout le monde. Mais moi, personnellement, je trouve il a un côté passif, il a vraiment le même côté arriviste que certains personnages balsaciens. Et je trouve ça très désagréable, mais vraiment très très désagréable. C'est-à-dire que chaque fois que Frédéric a de l'argent, ce sont des coups de chance successifs. Il n'est même pas spécialement dans le partage, ou alors il le fait parce que ça le sert. Il va vraiment instrumentaliser les femmes autour de lui pour arriver à ses fins, quelles qu'elles soient. Parfois, la fin en question étant d'obtenir une autre femme. C'est vraiment un personnage qui est très particulier. En même temps, Et en même temps, on peut pas s'empêcher de tourner les pages et de vouloir savoir ce qui va arriver à Frédéric, de quelle façon les choses vont pouvoir changer finalement, hein, qu'est-ce qu'il va pouvoir devenir. Donc c'est un roman qui, parce qu'on parle toujours de l'ironie chez Flaubert, mais c'est vrai que c'est un roman qui est assez ironique. Si vous lisez l'éducation sentimentale, bon nombre de phrases, je dirais, sont empreintes d'une ironie qui est incontestable. Mais c'est un roman sur l'ironie parce que c'est aussi un roman sur le désenchantement. C'est un personnage qui a des illusions. Ces illusions sont détruites les unes après les autres et je dirais que même ce qu'il pensait vouloir s'avère finalement être factice. C'est très compliqué et très difficile à vivre pour lui. Voilà, je sais pas vraiment ce que je peux vous dire de plus, donc je pense que je vais en rester là. C'était un cours dense comme les cours qu'on a eu jusque là. Voilà, donc je pense que c'est tout pour la partie Sorbonne. Ensuite, vous avez dû le voir, j'ai réussi à aller à Notre-Dame. Alors sachez que si vous y allez dans l'après-midi, là je suis passée sans réserver en 5 ou 6 minutes, vraiment pas longtemps. Par contre, c'était plein. Alors sur les incrustations que je vous ai mises, vous ne le verrez pas parce que j'ai vraiment essayé de filmer, je pense pas que vous le verrez en tout cas, j'ai vraiment essayé de filmer au plus haut possible pour que vous n'ayez pas toutes les personnes autour, mais voilà, c'était vraiment plein. Ensuite, je suis passée rapidement, mais alors vraiment, je l'ai fait en 1 heure, hein, donc ça allait vite. Je suis désolée pour le bruit, vraiment désolée. La maison de Victor Hugo. Donc j'y suis passée parce que d'une part je souhaitais la visiter et d'autre part je voulais récupérer je voulais des choses en rapport avec Victor Hugo pour ma maman pour lui ramener. Donc j'ai pris cet aimant là. Pareil, hein, vous avez eu les incrustations de la maison de Victor Hugo juste après. J'ai pris un autre aimant comme ceci. Celui-là il est pour mettre dans ma classe. Et ensuite j'ai pris 3 cartes postales, celle-là elle est pour ma maman, c'est Notre-Dame. J'aurais peut-être dû la prendre un double d'ailleurs, parce que c'est une représentation de Notre-Dame, mais dans Notre-Dame de Paris. Et c'est vrai que bon, j'aurais dû en prendre 2. Une représentation pour Les Misérables et une photo de Victor Hugo et ses petits-enfants. Et enfin, donc, je voulais bien évidemment prendre un livre sur place et j'ai choisi... Donc c'est la chose qui est pour moi dans tout ça. Même si ce qui est pour ma classe, c'est un petit peu pour moi, mais c'est beaucoup pour ma classe quand même. Ce sont les lettres à la fiancée. Et j'ai commencé à feuilleter un petit peu pendant que j'étais dans la boutique et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'aime beaucoup, en ce moment je suis dans ma phase épistolaire, donc je trouve que c'est très bien. Donc c'est une correspondance où le poète célèbre cette volupté de la rêverie, de l'espoir et de la foi, de tout ce qui est charme victorieux des 20 ans, un parfum s'en exhale, comme des fleurs toutes scintillantes enrobées de roses. On lit charmé ce roman vécu, ou plutôt cette idylle pareille à celle que l'auteur des Misérables place dans une rue disparue du vieux Paris, et où la mélancolie de Marius répond au sourire de Cosette. En sachant que donc c'est à 70 ans que Victor Hugo écrit ses vers, alors qu'il vient de se replonger dans ô mes lettres d'amour, de vertu, de jeunesse. C'est donc vous, je m'enivre encore à votre ivresse, je vous lis à genoux. C'est à 70 ans que Victor Hugo écrit ses vers, alors qu'il vient de se replonger dans les lettres de sa jeunesse, des lettres d'amour qu'il écrivit à Adèle Fouché avant de l'épouser à 20 ans et d'en faire sa femme. Voilà. Donc je suis contente de ramener un livre de l'appartement de Victor Hugo. Je n'ai pas pu voir l'exposition provisoire.
qui fermait beaucoup plus tôt que l'appartement lui-même. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Bref, j'espère vraiment que ce petit récapitulatif vous a plu. Demain, c'est la dernière journée de formation, donc cours 20e en littérature. On travaille sur un barrage contre le Pacifique et W ou le souvenir d'enfance de Pérec, donc Duras et Pérec. Et en ce qui concerne la philosophie, nous allons être sur un cours d'épistémologie, je crois. Et une interrogation, il me semble, plus générale sur le rôle de la science, de la philosophie des sciences d'un point de vue social. Je vous raconterai tout ça demain, je vais mettre mes batteries en charge parce que je n'ai plus de batterie nulle part et je vous souhaite une bonne nuit. Je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus tardivement. Je suis rentrée depuis bien longtemps de ce séjour à Paris et de cette formation à la Sorbonne. Nous sommes le 2 mars, donc beaucoup de choses se sont passées depuis. Je n'ai pas filmé le vendredi, je viens de m'en rendre compte au montage pour tout vous dire. Donc effectivement les 2 derniers cours auxquels j'avais assisté, c'était donc un cours sur Marguerite Duras et un barrage contre le Pacifique. Et je souligne que je ne suis pas allée à ce séminaire. J'ai profité de ce temps-là pour... je vous avoue que je ne me rappelle pas. J'ai privilégié, je pense, la visite de quelque chose, mais là tout de suite plus de précision m'échappe. L'après-midi, en revanche, j'ai bien assisté au cours d'épistémologie, qui était un cours vraiment fort intéressant, qui a choqué pas mal de mes camarades qui assistaient finalement, je dirais, de façon un petit peu outrée à une révélation qui est complexe, certes. C'est cette espèce de dimension de véracité de la science. Alors si je dois un petit peu plus expliquer mon avis, parce que ici c'est un petit peu brouillon, ce qu'on a interrogé, c'est véritablement, je dirais, la valeur absolue et presque transcendante qu'on offre aux découvertes scientifiques, alors que ces mêmes découvertes sont de l'ordre de la théorie. Donc c'était cette espèce de posture d'un scientisme et d'un dogmatisme scientifique à l'égard des découvertes qui pouvaient être faites et qui étaient justement, encore une fois, à l'état de thèse et d'idées et non pas à l'état de vérité absolue et posée. Donc c'était très intéressant, ça a vraiment fait appel finalement à un esprit critique qui était individuel et qui était aussi une question de choix finalement, de posture face aux choses, puisque embrasser la science comme un dogme, c'est revenir finalement à quelque chose qui s'apparentera et qui s'apparenterait à ce que beaucoup de personnes se prétendant hyper rationnelles appelleraient une religion, un dogme, etc. etc. Donc c'était très intéressant, le prof était brillant, très animé, drôle, donc c'est vraiment une séance qui a été, je dirais, riche d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue humain, ce qui est particulièrement appréciable dans ce type de contexte. La journée s'est ensuite terminée, j'ai eu beaucoup de mal à retourner au collège puisque évidemment la rupture était franche entre les 2 univers que j'avais pu côtoyer en l'espace d'une semaine, mais c'était aussi très stimulant de retrouver mes élèves et de me rendre compte du fait que j'ai quand même la chance d'enseigner une discipline qui me plaît, même si c'est dans un contexte que je ne juge pas toujours favorable. J'essaie de faire de mon mieux. Ça m'a beaucoup fait me remettre en question aussi sur cet aspect-là. Je suis très rarement fière de ce que je fais et de ce que je produis pour mes élèves, alors que j'y mets une énergie, un cœur qui est quand même assez, je pense, conséquent. Je le vois, je sens la différence. Là, nous sommes le jour avant la rentrée scolaire, donc de mars. Nous sommes au fin des vacances de février. Et je sens le stress qui est monté progressivement parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas leur apporter ce dont ils ont besoin, d'être insuffisante finalement. Donc je passe mon temps à faire, refaire, penser, repenser mes cours, à essayer de les rendre le plus ludique possible, le plus pédagogique possible, mais aussi intéressant. C'est vraiment un challenge de tous les jours de rendre une matière attractive quand c'est une discipline que les élèves n'ont pas choisie et qui leur est imposée dans leur emploi du temps. Bref, donc la Sorbonne, encore une fois, a remis beaucoup de choses en perspective dans mon esprit. Ça a réactualisé aussi plus encore et ranimé ce feu, je dirais, un petit peu de cette volonté de passer l'agrégation. Je vous en dirai plus au cours des semaines, évidemment. Je vais vous laisser, puisque le vlog monté dure à présent 1h14. J'ai parlé 3 minutes et quelques, donc je pense qu'on sera sur à peu près 1h20 de vlog, ce qui est très conséquent. Ce que je vais vous demander en revanche, c'est de collaborer un petit peu avec moi sur ce type de format. C'est des formats qui sont très exigeants tant à tourner qu'à monter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu penser de la vidéo, et pour le coup c'est vraiment, j'ai besoin de critiques, qu'elles soient positives ou négatives, donc que ce soit au niveau du rythme, du contenu, de la densité, de la clarté de mes propos,
propos aussi parce que je sais que j'ai tendance à être confuse et à partir encore une fois dans des digressions parfois, mais aussi dans des explicitations qui manquent, je dirais, de corps et qui sont plus de l'ordre de l'abstraction quand je n'ai pas de support papier. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais fait mes bilans des différents cours de la Sorbonne de façon un petit peu anarchique, parce que j'avais voulu les faire finalement de tête, sans faire trop appel à mes notes, et c'était peut-être quelque chose de dommageable. Donc n'hésitez pas à me donner vos opinions, je serais vraiment ravie de vous lire. En tout cas, je me rends compte aussi que je suis extrêmement fatiguée dans la vidéo et que je le répète beaucoup, donc je suis désolée pour ce caractère répétitif et fastidieux du fait d'entendre quelqu'un se plaindre à répétition. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque là. Encore une fois, vraiment, laissez-moi vos retours sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu également, parce que c'est très important pour le référencement de la chaîne déjà, mais aussi je dirais comme marque un petit peu de validation de ce qui a pu être créé et de récompense un petit peu aussi du travail fourni. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.